Bonsoir à toutes et à tous, quel plaisir de vous voir aussi nombreuses et aussi nombreux. Donc au nom de la Maison de Rousseau de la littérature MRL, je vous salue et voulais vous dire deux, trois petites choses. Comme Gabriel de Montmolin qui vient de vous le dire, ce sera une soirée qui va s'annoncer riche. Nous l'avons pensé ensemble parce qu'aujourd'hui est une date tout à fait particulière, car vous le savez tous, Jean-Jacques Rousseau à quel âge ? 306 ans. Donc voilà, 28 juin, il s'est trouvé que Le singe de l'autre, Sarah Petrella justement et Philippe Borgeaud nous ont abordé avec ce livre. Et ce livre annonce les Lumières, annonce la pensée aussi de Jean-Jacques Rousseau. Et comme le disait Gabriel de Montmolin, on arrive justement, on s'est rendu compte au fond qu'il y avait cette coïncidence à la fois entre nos propres intérêts et cette exposition, cette installation des figures insolites du XVIIIe. C'est pour ça qu'on a pensé ensemble cet événement et dont on se réjouit énormément. Je voulais vous dire encore deux, trois choses. La Maison de Rousseau de la littérature est accueillie ici au MIR, comme je vous le disais, pour cette raison, parce qu'il y a cette exposition, mais aussi parce que nous sommes nomades. Nous sommes en ce moment en train de rénover la maison natale de Jean-Jacques Rousseau, qui se trouve très près d'ici, puisque nous sommes aux 40 Grand Rue. Et ça nous permet justement de faire, pendant les 2 ans de travaux de transformation, de rénovation, des événements qui seront nomades. Nous avons commencé en fait le premier événement à la Comédie de Genève. Maintenant, nous sommes ici au MIR et nous allons poursuivre. Et pour celles et ceux qui seraient intéressés de suivre nos différentes activités, je vous invite à soit nous retrouver tout à l'heure après la rencontre autour d'un verre et éventuellement aussi de vous inscrire à la newsletter. Je m'arrête là et je repasse la parole à Gabriel de Montmolin, sans oublier de le remercier encore une fois, ainsi que toute l'équipe du MIR qui nous accueille si généreusement. À vous de jouer. Merci. Merci beaucoup, merci aussi à vous pour votre participation. Donc la soirée va se passer en 2 temps. Tout d'abord, nous allons entrer dans la question du singe de l'autre et autrement dit du sauvage, toi mon semblable, qui est comme ça le slogan, le logo quasiment du propos que l'on va partager ce soir. On va le faire avec d'abord 3 interventions par tout d'abord Sarah, ici Petrella, qui va nous présenter le livre et quelques images précisément pour cerner le propos. Puis, désolé de reprendre toujours, mais Paola von Wyss-Giacosa, qui viendra spécialiste du Picard et Bernard, qui nous montrera quelques images saisissantes de ce livre. Et enfin, Philippe Borgeaud, professeur honoraire des religions, qu'il est inutile de présenter, nous fera une petite évocation précisément de la question de l'autre et du sauvage, relative précisément à la question développée dans les 2 livres dont on va parler, puisque Le singe de l'autre évoque en fait 2 livres majeurs du XVIIIe siècle qui sont à l'origine, on va dire, de l'esprit de tolérance. On verra effectivement sous quel mode et avec quel bémol et quel dièse. Après quoi, on attend l'arrivée de Martin Rueff, qui fait passer des examens, d'après ce que j'ai compris, et qui, dès qu'il aura, ou une thèse, pardon, et dès qu'il aura décerné les lauriers, courra au musée pour nous parler de Rousseau en lien avec la problématique de ce jour. Après quoi, nous échangerons des propos entre nous, avec vous, avant un moment plus informel dans la cour illuminée de notre musée pour le verre de l'amitié et du semblable. Je passe immédiatement la parole à Sarah pour la première partie de son exposé. Donc, vous m'entendez, voilà. Donc, bonjour à toutes et à tous. Merci. Vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez dans le fond? Je vois que vous êtes très nombreux. C'est magnifique de voir un public si nombreux venus nous écouter pour vous parler d'histoire de sauvage aujourd'hui. Alors, j'ai préparé un texte très court
Je le lirai rapidement pour qu'on puisse attaquer le plus vite possible vos questions, les questions. Ça a été, vous imaginez bien, difficile de calibrer la discussion, ne sachant pas dans le public qui étaient ceux qui connaissaient très bien. On a des grands experts ici de ces questions et d'autres qui sont plus novices. Donc n'hésitez pas à poser toutes les questions. C'est une table ronde qui est ouverte, évidemment. Je me dois de commencer par remercier les organisateurs, le MIR, Gabriel de Montmolin, et la MRL, Eva Cousido, qui nous font l'honneur de vous présenter aujourd'hui nos recherches. Je suis un peu émue aussi d'être ici au MIR, puisque c'est dans ces locaux même, dans le cadre de la préparation d'une exposition qui était à l'époque sous la direction de Simona Sala, que j'ai pu toucher pour la première fois les cérémonies et coutumes religieuses que vous avez vues aujourd'hui exposées ici. Et je suis heureuse de pouvoir venir aujourd'hui pour vous présenter un livre qui se trouve là, voilà, et qui a été édité, oui, dont vous voyez l'image sur le PowerPoint, par les éditions des Cendres, merci Paul, et la BGE. Je peux le poser là, tu sais. Alors, je vais commencer par vous présenter une thématique qui peut-être ne vous est pas familière, en partant des images. Pour une fois, on voulait commencer par les images et pas par les textes. Alors, ces images concernent le sauvage. Donc, vous le savez, au moment de la découverte des Amériques, les graveurs se sont trouvés dans la difficulté de représenter ces hommes qu'on qualifiait de sauvages. Et donc, qu'est-ce qu'ils se sont mis à faire? Ils les ont représentés comme ils avaient l'habitude de le faire avant même la découverte des Amériques, c'est-à-dire en faisant appel à la tradition iconographique des hommes velus que l'on trouvait qui étaient tout à fait fréquentes, par exemple, dans l'iconographie chrétienne, et en représentant donc ces hommes et ces femmes habitants des Amériques, comme on le faisait pour les hommes et les femmes sauvages, c'est-à-dire entièrement recouverts de poils. Évidemment, la représentation... Vous me faites des signes si vous ne m'entendez pas derrière. Je vois. Évidemment, cette représentation posa problème, puisque dès les premiers voyageurs, on pourra en parler, puisqu'ici on a les grands spécialistes de Jean de Léry, fort d'une observation sur place des autochtones, et dans ce cas des Tupis de la baie de Rio, se rendent compte, réalisent que ces hommes et ces femmes ne sont pas dotés de poils. Et donc, le 18e, donc on est bien après, évidemment, plus d'un siècle après, apparaît comme un siècle extraordinaire au niveau de la composition de cette image, puisque des auteurs, des graveurs, parmi lesquels Bernard Picard, des cérémonies et coutumes religieuses, enlève le poil aux sauvages. Alors, vous voyez ici une représentation, alors j'ai cette petite chose-là, ici, tirée des cérémonies et coutumes religieuses de l'Amérique, ici, des Caraïbes, qui a posé problème, Caraïbes, peu importe. Pour l'instant, j'aimerais juste que vous fassiez attention à ces hommes qui dansent en cercle et qui n'ont, à l'exception d'un seul, mais on pourra parler après, a priori, le corps absolument imberbe. Bon. À côté de cette image, sur votre droite, vous voyez, et cela pourrait sembler étonnant, une image tout à fait similaire, publiée dans un autre livre, en même temps, mais dont la date est différente, 1724. Et ce livre, ce sont les mœurs des sauvages américains, écrit par un jésuite qui s'est rendu dans une mission en Amérique du Nord, en Nouvelle-France, quelques années plus tôt, et qui lui aussi cherchait à retracer les mœurs et les coutumes de ces sauvages des Amériques. Et vous voyez, cela peut sembler étonnant, mais on a la même composition. Pourquoi? Parce que les sources étaient les mêmes. On pourra revenir sur les sources, dans ce cas il s'agit de Théodore de Brie. Pour l'instant, j'avance rapidement, pour vous montrer un cas étonnant et qui est la première constatation que l'on a faite avec Philippe à l'écriture du livre. C'est-à-dire qu'on a deux livres, les cérémonies et coutumes religieuses d'un côté, les mœurs des sauvages de la phyto de l'autre, qui paraissent en même temps, avec certaines images
qui sont tirées des mêmes sources, et pourtant, la perspective est pas opposée, mais elles se contredisent l'une l'autre. D'un côté, les cérémonies et coutumes religieuses sont imprimées à Amsterdam par, peut-être vous avez entendu, et Paola nous en dira plus tout à l'heure, un groupe de protestants. De l'autre côté, Joseph-François Lafitau, c'est un jésuite qui est parti en mission pour convertir les populations qu'il trouvait là-bas, c'est-à-dire les Iroquois et les Hurons. Et ce qui était intéressant avec Philippe, et c'était là la réflexion du livre sur laquelle encore on pourra revenir tout à l'heure, c'est de comparer ces deux ouvrages, dont parfois les sources sont les mêmes, pour montrer à quel point la perspective qui prévaut au livre va orienter ces images en dépit du fait que certaines d'entre elles aient les mêmes sources. Bon, j'avance un peu plus rapidement. Donc je vous ai dit que l'homme sauvage perd ses poils et sa villosité au XVIIIe avec ses auteurs. Mais c'est un tout petit peu différent pour la femme sauvage. La femme sauvage... Ah, j'ai commencé tout de suite. Bon, j'arrive. La femme sauvage, elle, ne perd pas complètement ses poils. La femme sauvage, et chez le jésuite Lafitau et chez les protestants, se caractérise par sa chevelure extraordinairement longue et sa nudité. Elle est telle une madeleine, caractérisée par ce long poil qui la couvre, mais qui vient aussi désigner quelque chose que l'on voudrait garder caché. Et on voit que là, sur la femme sauvage et la question de son poil et tout ce à quoi il renvoie, le catholique, Lafitau et les protestants, enfin je généralise un peu, mais Bernard et Picard n'ont pas du tout la même approche. Et je vais vous en montrer deux petits exemples, on pourra revenir. Picard, donc Bernard Picard, ce graveur extraordinaire, va chercher, pour ce qui touche aux images de l'Amérique, et surtout en particulier de l'Amérique du Nord, à donner vie aux sauvages, à insuffler ce que moi j'avais appelé du pittoresque ou du baroque dans ces images pour leur donner vie. Et lui est très intéressé par la charge érotique de cette figure de la femme sauvage, comme on le voit dans cette scène très amusante, où on voit la manière de séduire des Amérindiens avec l'histoire de l'allumette, dont Philippe vous parlera probablement plus tard. Et vous voyez ici que la femme sauvage est exotique et érotique. À l'inverse, Lafitau, dont vous voyez ici des images, veut la cacher, absolument. Puisque, pour Lafitau, l'idée, et là aussi on pourra revenir là-dessus si vous le désirez, l'idée de Lafitau est de créer un système dans lequel les sauvages sont comparés aux anciens Grecs et Romains. Et dans ce système de comparaison, la femme sauvage joue un rôle central puisqu'elle devrait éclairer les origines chrétiennes et catholiques de l'humanité. Il est donc impératif de masquer, de gommer, d'arracher la femme sauvage à la tradition des Marie-Madeleine un peu érotique. Et donc, on voit là deux approches différentes au regard de cette tradition du sauvage à poil. Enfin, à poil. Et je finis ma petite présentation, mais je vous répète, on pourra revenir sur tous les points qui vous intéressent plus tard, avec les frontispices. Donc vous savez que les livres illustrés étaient ornés de frontispices gravés qui ont un rôle fondamental pour nous, historiens du livre, dans la mesure où ils ont une fonction programmatique. Ils viennent annoncer le contenu de l'ouvrage. Vous avez ici celui du catholique, Joseph-François Lafitau, et ici celui de Picard. Alors, je suis sûre qu'avec Paola, nous parlerons du Picard. Du coup, je m'arrête juste sur celui-ci pour vous montrer qu'il n'y est fait référence à aucun sauvage. Là, nous n'avons que des objets représentés dans une sorte de cabinet avec une allégorie de l'histoire ici qui retrace une histoire universelle de l'humanité à travers la vision d'Adam et Ève, et donc une vision mystique. Et tout ça, c'était pour vous dire que vous voyez que chez Lafitau, la femme sauvage disparaît carrément du frontispice, puisque n'importe plus que cette autre figure féminine, Ève, qui seule prend sens dans cette histoire qu'il veut écrire.
Merci. Naturellement, on reprendra ces propos pour peut-être bien les situer dans le contexte du Picard, comme on dit, et on nous précisera au fond que c'est un peu court de parler de ces livres en disant que c'est le Picard. Je passe la parole pour une présentation plus précise des images du Picard. Donc, à Paola, qui installe non pas les nymphéas, mais le Picard. Voilà. Voilà. Très bien. Sauvage, voilà, c'est bien. Alors, donc vous êtes ethnologue, en fait, historienne de l'art. Vous travaillez dans un musée, vous êtes curatrice et vous êtes aussi chargée de cours à Zurich. Voilà, très bien. Ah oui. Et vous êtes une grande spécialiste qui vient de publier Religionsbilder der frühen Aufklärung avec Bernard Picard-Tafeln. Voilà. Et je vous signale, en attendant qu'elle commence, que nous avons, tel un talisman, un des exemplaires du Picard ici sur ce bureau. C'est le volume 4 relatif aux Quakers et aux protestants, puisque nous sommes au Musée international de la Réforme. Alors, merci beaucoup pour l'invitation. Merci. Voilà, oui, je voudrais commencer par le ça va par le frontispice, parce que je crois que, comme l'a dit Sarah, le frontispice est une ouverture à ces 7 volumes, mais en même temps, si on considère que les volumes ont été publiés entre 1723 et 37, les premiers 7 volumes, et ce frontispice à la date 1727, au fait, il avait publié déjà une grande partie et aussi une grande partie des images des idolâtres, comme il était appelé. Alors il faut peut-être, vous le savez, alors je m'excuse pour la répétition, donc nous avons 7 volumes et donc la séquence officielle était les Juifs, après les catholiques, après justement les protestants, et puis un volume dédié à l'islam et 2 volumes dédiés aux idolâtres. Mais le premier des volumes dédiés aux idolâtres paraît en 1723 et Bernard écrit que c'est parce qu'on a tenu compte de l'impatience des subscrivants et qu'on a donné ce volume parce que tout le monde voulait voir les idolâtres. C'est la façon qu'il a de présenter la chose. Donc, si on regarde ce frontispice, on pourrait aussi le considérer comme une synthèse. Et si on imagine maintenant le dialogue de Picard avec son public, il traite son public, je dis donc les gens qui connaissaient les volumes, comme experts un tout petit peu, parce qu'ils vont reconnaître beaucoup des sujets qu'il rassemble, et c'est surtout le cas pour la partie, donc pour le fond, qui est dédié aux idolâtres sur lesquels nous nous concentrons aujourd'hui. Alors je vous montre justement le fond maintenant de la composition un peu plus grand, et vous voyez, lui, Picard, dans l'explication de cette image, il dit, sur le fond, on voit les idolâtres, à droite les idolâtres d'Asie, donc orientale, et à gauche ceux occidentaux. Et alors, j'ai essayé tout juste pour vous faire voir aussi vraiment l'art de Picard. On a appelé ce frontispice son chef-d'œuvre. Et je crois, non pas sans raison, encore au XVIIIe siècle, immensément apprécié et donc très connu, repris dans différentes éditions en différentes langues. Monsieur de Montmollin mentionnait avant les éditions, c'est beaucoup d'éditions et aussi des traductions en allemand, en hollandais, en anglais bien sûr. Donc vraiment une édition incroyable. Alors si maintenant on regarde le détail, on va retrouver par exemple ici, et je commence donc par l'Occident, par l'Amérique, une image
Donc, ce que je vous montre, ce que j'espère vous voyez en gris, c'est l'image dans le premier volume des Idolâtres. Donc, une image qui date de 1700, je crois, 22, celle-là, qui montre les Virginiens autour d'un feu. Après, nous avons une image qui montre les Floridiens qui offrent ce cerf au soleil. Donc, une image qui revient à l'Audonnière, mais qui est reprise, elle aussi, de débris dans ce cas-là. Et puis, vous voyez aussi une image de la ville et du temple de Huitzilopochtli, comme il l'appelle, et encore une image qui montre les habitants du Pérou et cette vénération du soleil. Donc vous voyez vraiment beaucoup d'images et aussi des images qui montrent des prières de ces gens, des idoles de différents types, mais aussi des endroits, des temples. La même chose est vraie pour l'Asie. Vous voyez ici, c'est au fait un Shivalinga, une représentation un peu fantasieuse. Et ici, il faut quand même dire une chose, tandis que, comme Sarah le disait, les sources que Picard avait à disposition pour l'Amérique étaient quand même assez limitées. C'était surtout débris qu'il allait recopier. Donc, un recueil de voyages qui était sorti à la fin du VIe siècle, début XVIIe. C'était une toute autre affaire pour ce qui était l'Asie. Les récits de voyage sur l'Asie arrive au milieu du XVIIe siècle où on arrive de nouveau, on a Dapper, on a Baldeus, on a Rogerius, donc des Français, des Hollandais qui publient sur l'Inde, sur la Chine, Athanasius Kircher bien sûr, mais aussi Neuhoff, donc un fonctionnaire de la Compagnie des Indes. Donc on a beaucoup de sources. Kempfer, qui est immédiatement repris, bien que son livre sorte 1727, immédiatement repris dans le deuxième volume des Idolâtres. Alors je vous montre ici aussi donc l'Inde, mais aussi le moine chinois que vous pouvez encore, j'espère, imprimer, amener à la maison. Et puis le Bodhisattva Avalokiteshvara, repris de Kircher, alors Poussa en picard. Et encore, on est maintenant au Tibet, une représentation, elle aussi, reprise de Kircher. Et pour terminer, les Lapons. Donc vraiment, on fait un tout petit peu le tour du monde avec ces petits détails qu'il inclut dans cette grande composition pour montrer, encore une fois, la présence de toutes ces différentes religions. Alors, voilà. Ça, c'est un côté de Picard. Je crois que c'est aussi important de considérer, si on pense justement à l'histoire de cette édition, qu'à l'origine, en 1720, quand ils font une première annonce dans le journal de Savant pour une souscription, ils présentent un tout autre projet. Ce serait un projet en 8 volumes, in quarto, donc beaucoup plus petit, pas in folio, pas ce format encyclopédique, et la distribution, disons, des thèmes était prévu être différente. C'était par sujet. Donc, on aurait un volume sur les mariages, par exemple, un volume sur les rites funèbres, et encore un volume sur les cérémonies politiques et un autre sur les cérémonies religieuses et un dernier dédié à l'Antiquité. Tout ça est laissé tomber et on présente une autre chose, donc ce grand format qui, je crois, reprend un tout petit peu aussi le format d'une édition qui était sortie peu avant, Montfaucon, l'Antiquité illustrée, et donc se voyait aussi un petit peu en complément de ça, donc en se concentrant sur les cérémonies modernes. Et maintenant, la présentation, comme je le disais avant, est par religion. Exception faite, les Idolâtres, 2 volumes, et là, c'est une organisation géographique que nous avons. Nous avons, j'ai essayé de le montrer très vite, donc des sujets que Picard reprend. Il dit lui-même, il fait comme un catalogue raisonné de son œuvre, remarquable pour un graveur quand même à cette époque. Et il fait une énorme différence entre sa contribution. Donc, a-t-il dessiné, donc a-t-il observé et vu, ou a-t-il seulement repris une illustration qui était déjà là? Et
Donc, une grande partie, moitié des illustrations sont dans les volumes des idolâtres, et beaucoup d'entre ces illustrations sont reprises, comme je le disais avant. Mais je trouve que c'est tout à fait remarquable pour cette question aussi de tolérance et d'intention. Nous voyons que Picard laisse l'hétérogénéité des styles. Donc, il veut qu'on remarque, qu'on voit que c'est une compilation aussi au niveau visuel. Une énorme différence si on compare avec Lafitau. Lafitau ne veut pas du tout ça. Au fait, il fait le contraire, parce que son argumentation dépend fortement des images et d'une homogénéité de ces images. Tandis que Picard veut montrer qu'on peut aller chercher des exemples dans différents endroits, différentes sources catholiques, sources protestantes, peu importe, on va trouver le fil rouge qu'il veut lui présenter. Et je crois que pour mieux montrer ce fil rouge, lui, en fait, il s'implique en créant aussi des images qu'il signe avec Picard invenitu delineavit. Et c'est intéressant de voir les sujets qu'il choisit pour ça. Et je vais tout vite montrer un ou deux exemples. Ici, un exemple de l'Inde. Donc, il montre ici une personne qui est malade. Alors, on a des sujets comme la maladie, par exemple. Donc, une situation liminale, si on veut. Picard n'a pas d'illustration ou de source pour cela, sauf qu'il a une miniature, aussi de la même collection dont vous avez vu le yogi avec son paon. Et vous voyez ici, au fait, c'est Brahma qui est représenté, mais M. Baldini, qui était le propriétaire de l'illustration, pensait que c'était Shiva. Donc vous voyez ici Picard qui reprend la figure de l'idole et représente et écrit, c'est un malade que l'on présente à Ixora, donc Ishvara, donc Shiva, au fait, pour sa guérison. Alors, une situation de crise, disons, illustrée ici par Picard, mais aussi une illustration qui représente une scène de mariage, la naissance d'un enfant et encore des funérailles, des Hottentots, d'ailleurs, dont Philippe va nous parler aussi. Donc, ce que je veux dire, si vous vous souvenez maintenant, à l'origine, il voulait faire un volume dédié au mariage, un volume dédié au rite funéraire. Cette idée est changée et substituée par une autre structure. Et je crois que c'est très intentionnel d'avoir fait ça parce que pour, je crois, Bernard et certainement Picard aussi, naturellement, les cérémonies voulaient critiquer le concept de cérémonie religieuse comme quelque chose de superficiel, d'inutile, qui éloignait les gens de Dieu. En même temps, ils définissent certaines de ces cérémonies, et c'est celle que Picard va créer, comme une constante anthropologique. Où qu'on regarde, les hommes, les femmes ont des expériences dramatiques ou heureuses, mais ils veulent les exprimer, les extérioriser, et donc ils ont besoin de rituels, d'habits, de formes, d'actions. Et donc, et ça, ils le condamnent beaucoup moins, parce que ça, ils voient comme un point commun donc, dans une vision anthropologique de ce que ces cérémonies signifient pour les gens. Ils condamnent l'institution, c'est l'Église catholique, les prêtres en général, parce qu'il dit, eux, ils utilisent cette faiblesse, disons, humaine, cette peur que les hommes peuvent avoir pour les manipuler. Ça, c'est ce qui est très critiqué. Et donc, pour pouvoir montrer cette constante anthropologique, il arrive même à créer des images où il ne les a pas, et il crée des images justement de ce qu'on appellerait en ethnologie rite de passage, généralement. Donc, et je voulais quand même montrer, j'ai vu que cette illustration à gauche, vous l'avez dans le... Oui, et je trouve qu'elle est remarquable parce que vous voyez d'un côté donc le baptême des réformés et à droite vous voyez le baptême des Gours, donc des Farsi, le baptême du feu. Et vous voyez ces deux illustrations de composition splendide qu'il a créées
ex nihilo, donc qu'il a inventé lui-même. Inventé, c'est pas juste. C'est la gauche, bien sûr, il l'a observé. C'est la droite, il n'a pas pu l'observer, mais il l'a imaginé suivant les autres choses qu'il avait pu observer et en pensant que, toute part, un enfant serait accueilli d'une manière similaire, disons. Et de l'image de gauche, Bernard écrit dans le texte que cette image n'a pas besoin de longue explication, elle s'explique elle-même. Elle est tellement directe, le besoin de cette cérémonie, l'action en tant que telle. Et donc, je voudrais conclure en vous montrant d'un côté, ici, la première page de la dissertation sur le culte religieux et surtout cette vignette où vous voyez, elle est faite par un élève, un collaborateur de Picard, vous voyez le juif, le catholique, le mahométan et l'idolâtre. Tous à un même niveau. Une énorme différence entre ça et, je vous montre maintenant la première page de l'édition catholique des cérémonies. Et ici, donc, la vignette. Alors ici, vous voyez, c'est la religion catholique qui est lumineuse, qui est montrée. Vous voyez pas seulement la Bible, mais Concilia et Traditionis. Tous les autres sont relégués à l'obscurité. Tout le monde, c'est seulement eux qui sont dans la lumière. Alors voilà, je crois que si vous comparez les deux visions, c'est une toute autre chose, une toute autre intention qu'avait Picard et avec lui Bernard. Merci infiniment pour cet exposé qui sera vraisemblablement repris. On salue l'arrivée de Martin Rueff, voilà, qui rejoint la table ronde. Et je passe maintenant la parole à Philippe pour, pour son exposé. Merci beaucoup. Bon, à mon tour de dire que je suis heureux d'avoir été invité par ces deux magnifiques institutions. Et je dois dire que cette descente dans les souvenirs d'écolier, d'une certaine manière, me fait peur aujourd'hui, parce que, comme l'a dit Eva tout à l'heure, c'est l'anniversaire de Rousseau. Et en 1962, à l'anniversaire de Rousseau, mais c'était le 250e, Claude Lévi-Strauss venait parler à l'Université ouvrière de Genève de Rousseau, fondateur des sciences humaines. Et c'est bien de ce sujet-là qu'il s'agit ici. C'est-à-dire qu'au fond, je me trouve dans la situation de devoir parler le même jour de quelque chose qui ressemble à la fondation des sciences humaines des religions. Hein. Mais heureusement, je ne suis pas seul. J'ai des compagnons tout à fait solides autour de moi. Et j'en salue un au passage en disant que je vais me jeter à l'eau comme un Icare, conscient de sa maladresse, alors même que, j'aime beaucoup la formule, le verre de l'altimètre s'estafile. Merci Martin. Je dirais simplement quelques mots, non pas des images, puisqu'elles ont été admirablement présentées, on pourra y revenir, mais j'aimerais dire quelques mots du texte et du texte du premier volume paru. C'est-à-dire le premier volume paru, c'est les cérémonies religieuses des peuples idolâtres, comme il a été dit, qui paraît en 1723. C'est celui qui nous a retenus d'ailleurs dans notre livre. Et c'est celui qui inaugure l'ensemble. Alors, ça va nous conduire à Rousseau d'une certaine manière. Sauvage, mon semblable. C'est le titre l'intitulé de notre soirée. Sauvage, mon semblable. Mais mon semblable, ça veut dire quoi? Ça veut dire peut-être mon frère en lecture du monde. Ça serait le programme. Ce serait alors au fond une sorte de jeu d'estrangement ou d'estrangement, comme on dit parfois. Hein. Ce programme annoncerait l'affirmation d'une similitude et présupposerait du même coup une sorte de tolérance, c'est-à-dire similitude et tolérance de nous à l'autre, le plus autre, du moment que cette complicité implique que je ne suis pas plus égaré que le sauvage et que le sauvage à son tour ne saurait être plus égaré que moi en ce qui concerne les mœurs. Et parmi les mœurs religieuses. Et c'est bien de cela qu'il s'agit quand on aborde les textes de
de ces magnifiques 7 volumes dont il est question ici, c'est-à-dire les textes rédigés, c'est plutôt compilé, parce qu'il n'est pas l'auteur de tous les textes, parce qu'il introduit des textes d'autres auteurs aussi. C'est une compilation, et c'est une sorte de bibliothèque en même temps de textes sur l'ethnographie telle qu'elle existait à l'époque. Mais il en rédige certains lui-même. Alors, qui les rédige? C'est l'éditeur. C'est Jean-Frédéric Bernard. C'est lui qui rédige les préfaces, les principales. Et c'est lui qui nous dit que sur ce chapitre des mœurs, et plus particulièrement des mœurs religieuses, un peuple n'est jamais que le singe de l'autre. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour Bernard, ce singe de l'autre? Ça ne veut pas dire que les peuples se seraient imités les uns les autres. C'est pas ça, il nous dit même explicitement, c'est pas ce que ça veut dire. Ça veut simplement dire, au fond, qu'on a l'impression, nous, que les peuples s'imitent, alors qu'ils ne font les uns et les autres que répondre. Et puis là, je pourrais filer la métaphore baudelairienne, semblable à mon hypocrite lecteur, etc. Hypocritement, ils répondent hypocritement, si l'on veut filer la métaphore, à la nature humaine qui est la même partout. En fait, ce n'est pas des emprunts, c'est la réponse à la même nature. Bernard n'est ni diffusionniste, ni évangéliste. On pourrait ajouter en parenthèse, contrairement à la phyto, mais on n'a pas beaucoup de temps pour parler de la phyto. Les hommes n'ont guère besoin du génie superstitieux de leurs voisins, nous dit-il, pour entasser des absurdités. Ce qu'il observe et décrit, à l'aide des gravures de Picard et de ce gigantesque travail de compilation érudite qu'il fait, donc ce qu'il observe et décrit, c'est un édifice superbe, comme il dit, dans lequel l'homme, c'est-à-dire les humains, ont renfermé une infinité de choses qu'ils ont cru devoir être agréables aux dieux, sans oublier les moindres colifichets. Fin de citation. Cet édifice, dont Bernard ne dit pas qui l'a construit, mais on peut comprendre que c'est la nature, c'est un magasin ouvert à tous les peuples de l'univers, dans lequel ils vont se servir. Nous obéissons donc à la nature, et non pas, comme l'aurait dit son contemporain le père Lafitau, à une mémoire floue d'un mystère révélé par Dieu à Adam et Ève. Donc on obéit à la nature et non pas à des traces, à des vestiges d'une révélation originale. Donc c'est là que se situe la grande opposition à laquelle tu as fait allusion entre la position du père Lafitau puis celle de Bernard et de Picard. À supposer qu'il n'y ait pas dégénérescence par rapport à un tel mystère, comme il y aurait chez le père Lafitau, on commence à oublier ce mystère, mais on s'en souvient quand même un peu. Donc s'il n'y a pas dégénérescence par rapport à un tel mystère, s'il n'y a pas dégénérescence par rapport à une telle origine, faut-il croire qu'il n'y aurait pas non plus de bons sauvages et de mauvais civilisés? Ça, c'est une question qui nous est posée, au fond, par Bernard. Pour Bernard, en 1723, sauvages et civilisés sont sur le même plan, sur le même plateau, une sorte de théâtre du monde. Mais les sauvages, à la différence des civilisés, sont des enfants. Ils raisonnent comme des enfants à partir, je cite, d'un fond de raisonnement naturel, sous l'effet d'une imagination déréglée. Donc il y aurait du progrès quand même entre eux et nous. Peut-être. Il y a effectivement cette concession inévitable qu'on doit faire, ne serait-ce que par prudence, que n'importe quel libre penseur, fût-il déiste, comme l'est d'ailleurs Bernard, doit de faire à sa paroisse. C'est-à-dire qu'il faut quand même reconnaître que le christianisme, c'est mieux. Mais il y aurait le fait que les sauvages, mais il y a surtout le fait que les sauvages, contrairement à la plupart des peuples, sont restés tels qu'en eux-mêmes. C'est ça la différence. Ils sont restés tels qu'en eux-mêmes. Ils n'ont pas connu d'altération de leurs mœurs et de leurs habitudes. Leur bonheur, ils le doivent, je cite, à l'attachement qu'ils ont conservé pour la nature. Ils sont avant la lettre, et là ça nous annonce Lévi-Strauss, des peuples sans histoire. Les sauvages en cela diffèrent quelque peu, mais ne diffèrent pas essentiellement de nous. C'est ainsi, et je cite,
que Bernard ironise sur le ridicule qu'il y aurait à mépriser le sauvage en tant que sauvage. Alors je le cite, « Un cacique qui boit dans une marmite à 2 anses et la vide à peu près d'un trait, ou qui choisit pour sa femme la première qui lui plaît, ne fera jamais qu'un cacique à nos yeux. Mais un duc ou un père qui couche 10 bouteilles de vin par terre dans une soirée et visite 20 lieux de débauche dans une nuit ne dérogerait rien à l'humanité. Et sur le registre érotique, il adore ça. C'est un lecteur de Brantôme, un grand lecteur de Brantôme et d'autres textes. Bernard ajoute « Le sauvage qui va se coucher auprès de sa belle en attendant que la cruelle daigne éteindre l'allumette qu'il lui présente, c'est ce que vous avez vu dans la gravure, ne se trouve pas davantage en contradiction avec la raison qu'un Européen élevé aux belles manières qui distribue galamment à sa maîtresse toutes les perfections de la nature et l'en dépouille avec la même facilité quand les feux de l'amour sont éteints. » Il continue, hein. Il dit « Le vieux maréchal, l'ancien d'un canton iroquois danse l'allumette d'aussi bonne grâce auprès d'une jeune iroquoise qu'un vieux maréchal de France cajole un tendron de 15 ans. » Le vieux maréchal n'est donc pas en droit de se moquer de l'Iroquois. Je passe. Ce type de considération peut mener très loin, il peut mener jusqu'à la justification de la polygamie. Je le dis, mais je n'ai pas le temps de développer, mais il y a un passage absolument extraordinaire où il justifie la polygamie en parlant de la nature, simplement, de la nature humaine. Et puis, il conclut assez vite en disant « Nous ne pousserons pas plus loin l'argument ». Cela m'amène à dire un petit mot quand même du bon sauvage, puisque c'est Rousseau que nous honorons. Et pour introduire ce que va nous dire Martin Rueff. Pour se convaincre du bonheur, de la sagesse, voire de la bonté naturelle des sauvages, on nous dit que Rousseau se serait appuyé, entre autres, sur ce que Pierre Colbet disait des Hottentots dans l'Histoire générale des voyages, et sur sa lecture du père Dutertre, dont il connaissait l'ouvrage publié en 1654 sur les insulaires des Antilles. Alors, Dutertre dit des choses admirables. Il dit que les sauvages sont les plus contents, les plus heureux, les moins vicieux, les plus sociables, les moins contrefaits, les moins tourmentés de maladies. Ils ont toutes les qualités. Ils ne connaissent pas la propriété. Enfin, c'est prodigieux, quoi. Je puis dire avec vérité que si nos sauvages sont plus ignorants que nous, ils sont beaucoup moins vicieux, voire même, ils ne savent presque de malice que ce que nos Français leur en apprennent. On constate toutefois que les quelques exemples explicites que Rousseau avance dans les notes de son discours sur l'origine de l'inégalité, c'est ces notes de Rousseau qui sont intéressantes ici, donc, qui est publié, ce discours est publié en 1755. Ces notes, plutôt que d'insister sur la bonté ou le bonheur naturel des sauvages, semblent montrer simplement un attachement naturel à la coutume. Ce qui revient à dire que les sauvages, le plus souvent, préfèrent leur état de nature à l'état civilisé auquel on voudrait les introduire. On les voit résister à la conversion, à la volonté imposée de les pousser vers ce qu'on appelle aujourd'hui, ou un peu moins peut-être, mais enfin le développement. C'est une chose extrêmement remarquable, dit Rousseau, que depuis tant d'années que les Européens se tourmentent pour amener les sauvages des diverses contrées du monde à leur manière de vivre, il n'est pas pu encore en gagner un seul. Non pas même à la faveur du christianisme, car nos missionnaires en font quelquefois des chrétiens, mais jamais des hommes civilisés. Rien ne peut surmonter l'invincible répugnance qu'ils ont à prendre nos mœurs et à vivre à notre manière. Rousseau est explicite et lumineux sur les vertus de l'observation et de la comparaison des coutumes. Il fait preuve avant la lettre, dans sa note 10, la note 10 de l'édition de la Pléiade, je ne sais pas comment il faut la numéroter, c'est juste, au discours sur l'origine de l'inégalité, il fait preuve d'une posture véritablement ethnologique, comme l'a magnifiquement démontré Lévi-Strauss dans sa conférence de Genève en 1962. Rousseau a ouvert une voie qui va effectivement conduire, sous la République, à la création de la Société des observateurs de l'homme, dont Lévi-Strauss, curieusement, ne parle pas, en deux de la République. C'est très curieux, ça. Mais on se souviendra avec Lévi-Strauss que dans l'argumentation de Rousseau sur les sauvages,
Une des pistes principales passe par une réflexion sur l'extrême du sauvage, ce lieu où une distinction possible entre l'humain et l'animal semble s'évanouir. Rousseau qualifiait les grands singes, orang-outang ou autres mandrilles, d'animaux anthropoformes, non sans évoquer aussitôt la possibilité, déjà suggérée par les anciens, par les Grecs, Pausanias notamment, qu'il puisse s'agir de bien autre chose. Et je cite encore Rousseau, « Nos voyageurs font sans façon des bêtes de ces mêmes êtres dont les anciens, sous le nom de satyres, de faunes, de sylvains, faisaient des divinités. Peut-être, après des recherches plus exactes, trouvera-t-on que ce sont des hommes. » Dans ces notes de Rousseau, on voit émerger non seulement le désir d'une véritable science d'observation et de description de l'humain en sa diversité, mais aussi celui de remonter le temps à la recherche d'une archéologie du savoir anthropologique. En ce qui concerne les sources de ce savoir, Rousseau connaît bien, on le sait, les récits de voyage et les travaux des juristes et des philosophes. Par contre, il ne paraît pas s'être intéressé, mais c'est normal au fond, aux recherches des antiquaires, qui s'étaient penchés, eux, sur la question des paganismes, des idolâtries et sur celle de la pensée des peuples avant la diffusion du christianisme et avant les expéditions coloniales. C'est dire, au fond, qu'il ne fait aucun cas de l'ouvrage qui nous réunit ici, celui de Bernard et Picard, Les coutumes religieuses de tous les peuples du monde, ni des sources qui sont à l'arrière-plan de cet ouvrage, ces sources qui nous ont intéressés dans le petit livre qu'on a écrit avec Sarah sur le singe de l'autre. Voilà, alors je donne tout de suite la parole à oui. Martin. Rousseau et Picard, quel écart! Merci et pardon de ce retard. Pardon à vous deux surtout. Alors, il me semble qu'à l'heure où les politiques séparent les peuples et au sein des peuples les pères et les enfants, et à l'heure où le tissu sensible de l'humanité est déchiré par des arguments qui classent les hommes, et parmi les hommes ceux qui sont des hommes et ceux qui sont des singes, il n'est peut-être pas inutile de se tourner vers une question sur laquelle il semble que les politiques aient des réponses bien tranchées. De fait, Philippe le rappelait, c'est ici, le 28 juin 1962, que Lévi-Strauss prononça une conférence sur laquelle je voudrais revenir un instant. En effet, c'était un nouvel anniversaire de Rousseau, et Lévi-Strauss prononce une conférence qui s'appelait « Rousseau, fondateur des sciences de l'homme ». Avant de revenir sur la thèse centrale qui va nous ramener à Picard, je voudrais rappeler une chose. Cette thèse n'a pas, la thèse de Lévi-Strauss, n'a pas plu du tout aux Genevois. Ils étaient furieux, j'ai regardé la presse de l'époque, ils étaient furieux parce que la conférence prenait place dans un ensemble de propos sur Rousseau, où s'était exprimé notre maître à tous, Marcel Raymond, dans la salle de la Réformation, détruite depuis. Et la thèse qui avait été développée par les spécialistes de Rousseau, c'était que, en fait, Rousseau, c'était notre frère. Peut-être un frère un peu fou, mais on en a tous des frères fous. Or, qu'est-ce que dit Lévi-Strauss? Il dit que Rousseau est le fondateur des sciences de l'homme parce qu'il nous apprend, je glose de manière triviale ce que tu as dit de manière savante, alors entendez bien la formule, à aller voir là-bas si on n'y est pas. C'est ça que dit Rousseau dans la note 10. Et donc, ce que Rousseau dit, selon Lévi-Strauss, c'est que pour comprendre ce qu'est l'homme, il faut étudier les hommes, et il le dit de manière beaucoup plus explicite dans l'essai sur l'origine des langues, il faut étudier les hommes par leurs différences. D'accord ? Et que ce sont ces différences, donc il n'introduit pas simplement, on dirait l'ethnologie, ou l'ethnographie en tout cas, mais l'ethnologie comparée. Et ce que dit Lévi-Strauss, c'est qu'au total, le modèle qu'il faut adopter ici, ce sont, tu l'as dit, les sciences de l'observation. Et Lévi-Strauss tire Rousseau du côté de son ethnologie à lui, et il dit, voilà, en fait, ce qu'ont fait beaucoup d'ethnographes, c'est le contraire de ce que Rousseau
avait préconisé, c'était d'aller voir là-bas si on y était. Et de dire ça ressemble, et généralement ça ressemble en moins bien. Hein. Quand on ressemble toujours en moins bien. Et voilà ce que dit un témoin de la conférence. On s'expliqua bien l'apport incontestable de Rousseau dans l'introspection, qui est une partie de la conférence de Lévi-Strauss, qui va assez progressivement par rapport à d'habitude, je dois dire, peut-être qu'il était averti, mais sans être persuadé de l'objectivité du regard que l'auteur des Confessions projetait sur lui-même. On admit que Rousseau ait rompu, c'est les journaux qui disent ça, hein, avec toute une tradition philosophique, mais on s'étonna d'entendre l'auteur taxer l'humanisme d'Occident d'égoïsme. Et Lévi-Strauss apparaît comme celui qui fait de Rousseau un donneur de leçons à l'Occident, hein, qui rapporte à ses convictions, à ses mœurs, à ses pratiques, ce qu'il faudrait appeler la norme de l'humain. Or, qu'est-ce qui se constitue? Alors, on peut toujours faire remonter la chronologie, et on peut même la faire remonter à Hérodote, si on veut, hein, mais disons, qu'est-ce qui se constitue entre 1720 et 1755? C'est une thèse que Rousseau développe, à mon avis, de manière philosophique pour la première fois, c'est-à-dire que c'est une thèse qu'il formule de manière philosophique et qu'il adresse à des philosophes, c'est que l'homme est un animal qui n'a pas de forme fixe. Et que si on veut comprendre ce qu'est l'homme, il faut l'étudier dans la différenciation de ses formes. Et le passage que tu as lu est très important parce que, et si on fait un peu l'état comparé de la zoologie de l'époque et de l'ethnologie, hein, un exemple, tout ça. Pour l'ethnologie de l'époque, des années 1750, la note 10 en porte trace, les pygmées sont une invention mythologique, comme les géants de Rabelais. Et Rousseau prend ça très au sérieux, il dit, en fait, on ne sait pas très bien, et on ne sait pas très bien, en fait, hein, où passe la différence entre le singe et l'homme. Et il dit d'ailleurs, il reprend un argument de Montaigne, il dit qu'il y a souvent plus de différence entre un Suisse et un Parisien qu'entre un singe et un homme. Mais bon, ça, laissons passer. Alors, donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, en fait, il faut étudier les différences pour comprendre l'extension de ce concept d'homme. Et une des révolutions de Rousseau, il la doit, et ça on peut le dire de manière très brutale, à la radicalisation philosophique des thèses des ethnographes, qui consiste à dire, si vous voulez philosopher sur l'homme, eh ben, il ne faut pas regarder le premier venu. C'est un reproche qu'il adresse à Hobbes. Hein. Il dit que l'homme est un loup pour l'homme. Oui, mais c'est parce qu'il regarde des Londoniens. Il le dit explicitement. Il dit parce qu'il descend dans la rue, il regarde les hommes, et il dit voilà, c'est ça l'homme. Il dit non, c'est pas comme ça qu'il faut faire. Il faut faire de l'ethnologie comparée. Et à partir des différences, et là on rentre dans la deuxième partie de ton propos, à partir des différences, il faut construire un modèle non historique de l'homme, en essayant d'étudier à partir de ce modèle non historique des traits de variation. Donc Rousseau, et je suis désolé parce que c'est quelque chose que je dis à mes étudiants et j'aimerais qu'ils s'en fassent des t-shirts, Rousseau ne croit pas au bon sauvage. D'une certaine manière, ce n'est pas du tout son problème. Il s'en fiche complètement. Et d'ailleurs, bon dans cette optique ne veut pas du tout dire tourner vers le bien. Ça veut dire, il le dit 40 fois, 50 fois, et moi 5000 fois, indifférent au bien et au mal. D'accord ? Et donc il dit, il faut remonter à un état anhistorique pour comprendre, alors tu parles comme Lévi-Strauss est content, comment à partir d'un modèle structurel, hein, qui est constitué par deux traits de variation, amour de soi et amour propre, on arrive à expliquer l'évolution des sociétés humaines. D'accord ? Et donc, il part de l'observation, il construit un modèle, et à partir de ce modèle, il se demande comment historiciser le modèle. Donc de fait, on a pu dire souvent, Rousseau n'est pas un penseur de l'historicité, c'est vrai et c'est pas vrai. Hein. C'est vrai parce que pour lui, l'histoire est surajoutée à un modèle théorique, mais c'est faux parce que la seule chose qui l'intéresse, c'est comment l'évolution des sociétés a fait passer cet homme de l'état de nature, d'accord, à l'homme de Hobbes. Alors, dernier mot. Et puis, on va discuter. Dernier mot. Le bon sauvage de Rousseau, c'est qui ? Il y a une tension chez Rousseau, qui est propre à la démarche que je viens d'évoquer, observation, construction d'un modèle, déduction historique. Il y a une tension chez Rousseau entre
son homme à l'état de nature, qui est une construction. Ça rappelle exactement la phrase de Freud, hein. On n'a jamais vu un complexe d'Oedipe marcher dans la rue, on n'a jamais vu un bon sauvage marcher dans la rue. D'accord ? On n'a jamais vu un homme de l'état de nature, c'est une construction théorique. Et Rousseau se demande, et d'une certaine manière, il me semble que la paléontologie, puis les ethnologues historiques lui ont donné raison, il se dit, voilà, est-ce qu'on ne peut pas, à partir, mais il faut faire très attention, hein, parce que c'est très prudent chez lui, est-ce qu'on ne peut pas, à partir des documents que nous rapportent les voyageurs, qui sont souvent, dit-il, mus par de toute autre raison que l'étude de la société humaine, en d'autres termes, hein, ça veut dire les convertir ou les escroquer, hein, il le dit très clairement. Et il dit parfois les deux ensemble. Bon. Est-ce qu'on ne peut pas, à partir de ces récits de voyageurs, étudier des sociétés que Lévi-Strauss, tu te souviens, appelle les sociétés froides, c'est-à-dire des sociétés dans lesquelles l'agitation historique n'est pas arrivée à un tel point qu'il n'y a pas eu l'urbanisation, la sectorisation du travail, etc., pour se demander si ces sauvages-là, c'est leur terme qu'il emploie, ne nous permettent pas de raffiner le modèle de l'homme de l'état de nature. Mais il dit jamais, jamais, que les hommes qu'ont rencontrés les voyageurs sont des hommes de l'état de nature. C'est absolument aberrant. C'est comme si vous disiez hein, que les lois physiques hein, sont l'incarnation concrète hein, des modèles mathématiques. Non, elles en sont une application, une explication, une traduction. Donc je crois que c'est très important. Et c'est très important, et ça je crois qu'il faut toujours le rappeler, même si c'est un peu naïf, un peu... Oui, que ces thèses pour Rousseau, elles ont évidemment une portée politique, et elles ont une portée politique pour aujourd'hui. Et celui qui l'a le mieux compris, je conclus, c'est Adorno, qui n'aimait pas Rousseau, au paragraphe 68 des Minima Moralia, dans lesquels il explique, c'est un texte auquel je vous renvoie, c'est à votre lecture de la soirée, pour fêter l'anniversaire de Rousseau, offrez-vous la lecture des Minima Moralia. Adorno explique une chose très simple, il dit, chaque fois qu'on veut parquer des hommes, on les traite de singes. Pardon. Merci. Merci pour toutes ces interventions qui nous ont menés très très loin, à la fois dans l'espace, l'histoire et le temps, puisqu'il est bientôt 20h, mais qui nous ont aussi rapprochés de l'autre. Je vais donner la parole au public pour quelques questions. J'aimerais d'abord juste faire part d'une propre question, d'un propre questionnement. Après vous avoir entendu, j'ai l'impression que au fond, Bernard et Picard, et a fortiori Lafitau, sont plus éloignés de Rousseau que je le pensais, dès lors que, en tout cas, ce que moi j'ai compris de en tout cas de Picard et Bernard, c'est que la figure de l'autre est relativement plus construite que ce qu'on pense, puisque notamment la figure de l'Américain, ou en tout cas le paysage des lieux exotiques ressemble très étroitement au paysage européen, notamment dans les mariages, où on a l'impression, on nous présente le mariage exotique de peuples javanais, et on expose d'ailleurs cette image dans notre exposition, alors que l'arrière-fond, qu'on attend être d'un grand exotisme, en fait, représente des maisons hollandaises. Et au fond, c'est comme si, au fond, la construction est quand même plus explicite chez Bernard et Picard que prévu. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est un peu polémique, ce que je dis? Alors moi, j'aimerais commencer. Je te remercie pour cette question, Gabriel. Je peux commencer? J'ai pris le micro comme ça. Okay. Et tu complètes si tu es d'accord ou pas avec ce que je dis. Mais en fait, j'aimerais répondre à ta question en rebondissant sur la conclusion de Martin, qui est fondamentale. Et je vais revenir à ce que j'exposais au départ, comme ça le public aura les images en tête du corps du sauvage. Le corps du sauvage peut étonner. Il nous est arrivé, avec Mélanie, on a monté une exposition avec des artistes contemporains qui devaient se réapproprier ce répertoire iconographique. Et le premier étonnement, c'est de voir tous ces visages identiques, c'est-à-dire de ne pas voir appliquer aucune physiologie qui diverge d'un peuple à l'autre, ce qui pour nous est très étonnant, puisque le 19e vient
fonctionne comme un abysse entre nous et le 18e. Or, on est à un moment où le corps n'est pas là, le corps du sauvage n'est pas là pour représenter une réalité observée, ou du moins pas selon des critères qui pour nous sont essentiels pour comprendre l'humanité, qui n'existaient pas au XVIIIe, qui est celui des races, dans le sens où on l'entend aujourd'hui, mais on voit ce corps qui est calqué sur une iconographie chrétienne et qui donc quelque part a une valeur allégorique, puisqu'il est là pour incarner une origine commune. Et j'ai trouvé... et on le trouve de manière commune et chez Lafitau et chez Bernard. C'est-à-dire ce corps qui unit tous les hommes. Et ce corps qui ne fonctionne pas comme corps, mais sur lequel se greffent des attributs qui distinguent les hommes des uns des autres. Je crois, bon, c'est différentes choses. Alors, l'exemple de Java, il est repris lui aussi de Débris. Alors, je crois que quand on parle, moi je suis très pédantique dans ça, je me rends compte, mais c'est difficile parce qu'il faut toujours, quand on discute des illustrations dans Picard, définir si elle est de Picard ou si elle est recopiée et quelle partie de l'illustration vient de Picard. Pour ce qui est le corps, en effet, on observe fréquemment qu'il essaye d'améliorer une image, par exemple en changeant l'anatomie ou la perspective d'une image, ou en allant chercher en effet quelquefois aussi, par exemple, des bâtiments. Mais là, il ne voyage pas. Alors, par exemple, pour ce qui est l'Inde, il essaye de prendre la miniature indienne, où il a une architecture qu'il pense pourrait être authentique, et il met cette architecture indienne dans le fond de l'illustration. Donc, il essaye, disons, de la rendre plus authentique. Il n'a pas de source pareille pour beaucoup des endroits. Mais c'est vrai que aussi, c'est une question de traduction aussi, et une traduction visuelle. Il s'adresse à un public occidental. Et je crois qu'il a l'intention de ne pas trop vouloir justement juger et donc créer une différence qui pourrait être interprétée comme un jugement de valeur des uns envers les autres. Et ça, c'est vrai, et pour les corps et pour les objets, par exemple, où, je ne sais pas, il reprend un tambour. Et là, c'est intéressant parce que si on lit un texte, on dirait, ah oui, un tambour. Et puis chacun d'entre nous l'imagine comme il veut. Mais un tambour indien, par exemple, serait très différent d'un tambour européen. Alors, si on a l'image, on dit c'est faux. Dans le texte, on n'est pas en mesure d'établir si c'est juste ou c'est faux. Mais lui, il travaille à partir de ce qu'il connaît, lui, de ce qu'il peut connaître, et aussi d'un public qu'il veut qu'il comprenne ce qu'il est en train de montrer. Mais je crois que oui, l'intention aussi est vraiment un peu une autre. Si ça répond un peu. Y a-t-il des questions? Je vous passe le micro. J'avais une remarque. Moi, je ne crois pas à une sorte d'unité édénique. Il faut beaucoup de temps pour concevoir, accepter une différence et la traduire. Sur le plan occidental, on sait que pendant très longtemps, on se fonde sur des modèles gréco-latins. Ezio Bassani a fait la démonstration que le célèbre coupe d'Otranto est en fait une traduction d'une sculpture. Et puis, si on va regarder ailleurs, le problème, il est exactement le même. Que ce soit des Africains qui représentent des Européens ou des Asiatiques qui représentent des Portugais, c'est quelque chose de tellement approximatif que le procédé est le même. Et il faut beaucoup, beaucoup de temps, ou un très grand artiste, pour qu'il capte immédiatement les différences. Donc, au départ, je ne crois pas du tout à une unité édénique. Je pourrais dire un mot là-dessus. Oui, je trouve que ce que vous dites est très important. Surtout si l'on considère, par exemple, le père Lafitau, dont on n'a pas beaucoup parlé. Parce que le père Lafitau, il se donne quand même la peine d'apprendre l'iroquois, le dialecte huron. Il est sur place. Il a un autre père jésuite qui l'aide à apprendre ces langues. Il observe et
bon, il fait ce qu'on appellerait presque de l'ethnologie, quoi, ou de l'ethnographie, mais en même temps, il interprète tout à travers les modèles grecs et latins. C'est extraordinaire, quoi. C'est-à-dire que c'est comme si, en ce début du XVIIIe siècle, il était encore difficile d'observer au sens où Rousseau voudrait qu'on observe. Parce que Rousseau, dans cette note 10, il a cette phrase extraordinaire où il dit, enfin, en substance, hein, il faudrait des gens intelligents pour aller observer ça. Il faudrait des Diderot, des Montesquieu, des Condillac, enfin, il faudrait des gens prodigieusement intelligents. Et non pas ces espèces de commerçants, voyageurs, missionnaires qui nous ramènent rien du tout, au fond. Donc là, il y a un appel à l'observation, et ça, c'est, semble-t-il, très difficile à obtenir, effectivement. Tout juste, je suis tout à fait d'accord. Ce que je trouve intéressant à partir de la deuxième partie du XVIIe siècle, c'est quand même que certains auteurs choisissent des sources autochtones. Donc, ils reproduisent la xylographie chinoise. Et on voit que le style est différent, et c'est d'ailleurs critiqué dans le Journal des savants, dans le Mercure de France. On dit, mais ces illustrations, elles sont du n'importe quoi, critiquées. Donc ces Chinois, non seulement ils sont des idolâtres, mais aussi ils ne savent pas dessiner. C'est vraiment le commentaire qu'on trouve. Donc on a ce genre d'effort d'introduire une autre façon de représenter à travers la reproduction d'images qui sont des miniatures indiennes, turques ou des xylographies chinoises, mais pas plus que ça. Si je peux ajouter encore une chose, c'est une question fondamentale, mais je pense qu'elle mérite aussi d'être historicisée. On est là au début du XVIIIe siècle, où le passage par les lettres antiques est essentiel à toute formation d'intellectuels, gentilshommes, savants, missionnaires. Et c'est tout à fait différent pour l'Inde, la Chine ou l'Amérique du Nord. Si par exemple on considère le cas de l'Amérique du Nord, le passage par les lettres antiques, et c'est là où la phyto est intéressant, est pensé comme essentiel au XVIIIe siècle parce qu'on pense, et bien avant le XIXe, qu'ils n'ont pas d'écriture, qu'ils n'ont aucune forme de mémoire écrite. Et que donc la culture, mais il n'appelle pas ça la culture, il dit la mémoire des sauvages américains ne peut être tracée qu'à travers les Grecs et les Romains de l'Antiquité. Et donc, la phyto développe une sorte de système qui est incroyable, en fait, dans lequel il va chercher des ressemblances entre des rites, des images, et il cherche par exemple ce qu'il appelle des symboles hiéroglyphiques des sauvages de Nouvelle-France, qu'il va retrouver dans la littérature antique, qu'il va connecter, il va en faire des conjectures et à partir de là en tirer quelque chose. Et donc, je pense qu'on ne puisse pas réduire ça à une évolution de l'histoire ou un rapport entre les peuples, mais il y a bien là quelque chose d'essentiel dans le rapport à l'autre au XVIIIe que de passer par la case littérature antique, de le faire entrer dans ce cadre-ci. Je rappelle que, en fait, ce livre dont on parle aujourd'hui, effectivement, évoque toute une série d'informations de ce genre, notamment ce rapport à l'antique. Aussi, ces calculs opérés par Bernard sur la capacité d'une population qui aurait émigré en Amérique de se multiplier l'espace d'un siècle, une comptabilité pour dire, mais vous avez qu'à voir, effectivement, si chaque 10 ans, il y en a 1 million de plus, il n'y a absolument aucun doute que les millions de, entre guillemets, sauvages que nous voyons aujourd'hui en Amérique viennent bien précisément des peuples adamiques, en fait, des peuples aussi antiques. Et donc, il y a toute une série d'informations tout à fait amusantes, intéressantes, intrigantes dans ce livre sur ces deux ouvrages précurseurs. Mais d'abord, une petite remarque à propos de ce que disait Philippe Bourgeot. Il me semble me souvenir du passage auquel tu faisais allusion. Et Rousseau estime qu'il existe 3 sortes de voyageurs, les missionnaires, les soldats et les marchands. Et il regrette que les philosophes ne voyagent pas.
Ensuite, à propos de la question de la construction, ce qui apparaît comme une construction sur ces images, il me semble que c'est souvent dû au manque de sources iconographiques émanant de témoins oculaires. C'est ce que Franck Lestringant a très bien montré à plusieurs égards. Il y a des transferts géographiques. On ne trouve pas de maison d'Iroquois ou de maison de Tupinamba. On va mettre une maison d'Iroquois chez les Tupinamba. On ne trouve pas de massue, je ne sais quoi, Timucua. On emprunte une massue Tupinamba pour la mettre dans les mains d'un. Mais il y a quelque chose, Paola, qui m'a surpris dans ta présentation. Tu parlais de déficit de sources iconographiques sur l'Asie au XVIe siècle, si j'ai bien compris, non ? Je disais qu'au XVIe siècle, l'Asie aussi, c'était surtout les petits voyages de débris, mais que dans le cours du XVIIe siècle, se sont ajoutés beaucoup de sources sur l'Asie, oui, beaucoup plus que sur l'Amérique. Je m'apprêtais à corriger quelque chose, mais apparemment tu en es consciente. On croit souvent que Debris, c'est les grands voyages uniquement. Or, Debris, il y a les petits voyages et il y a 300 gravures sur l'Asie. Bien sûr. Avec des rites indiens, javanais, etc. Oui, par exemple, Java, oui, mais dans beaucoup de cas, pour l'Inde, pour la Chine, pour le Japon, il prend rien. Il prend rien de Debris, il prend des sources nouvelles, toutes nouvelles de la deuxième partie du XVIIe siècle. Ouais. Voilà. Sauf justement Java, oui, il n'en a pas beaucoup. On va prendre, qu'y a-t-il encore des questions? Si ce n'est pas le cas, je vous propose de passer à un moment plus... Ah bien sûr, oui, on a encore le temps. Alors lisez le texte d'Adorno, c'est ça? Ah, formidable. En conclusion de cette soirée. L'indignation que suscitent les cruautés commises diminue à mesure que les victimes cessent de ressembler aux lecteurs normaux. Qu'elles sont plus brunes, plus sales, plus proches des dagos. C'est le terme de slang pour désigner les Mexicains. Déjà. Voilà ce sont des notes qu'Adorno écrit aux États-Unis après 1945. Voilà qui éclaire autant sur les atrocités que sur les spectateurs. Peut-être la schématisation sociale de la perception, on en a parlé aujourd'hui, est-elle ainsi faite chez les antisémites qu'ils ne voient tout simplement plus du tout des juifs comme des hommes. L'assertion courante selon laquelle les sauvages, les noirs, les japonais ressemblent à des animaux, et par exemple à des singes, est la clé même des pogroms. Leur éventualité est chose décidée au moment où le regard d'un animal blessé à mort rencontre un homme. L'obstination avec laquelle celui-ci repousse ce regard, ce n'est qu'un animal, réapparaît irrésistiblement dans les cruautés commises sur des hommes dont les auteurs doivent constamment se confirmer que ce n'est qu'un animal, qu'à même devant un animal, ils ne pouvaient le croire entièrement. Dans toute société répressive, la notion d'homme est elle-même une parodie de la ressemblance de celui-ci avec Dieu. Le propre du mécanisme de la projection pathique, pathisch, il dit en allemand, donc plutôt empathique on dit en français, est de déterminer les hommes détenant la puissance à ne percevoir l'humain que dans le reflet de leur propre image, au lieu de refléter eux-mêmes l'humain comme une différence. C'est alors que le meurtre apparaît comme une tentative, constamment répétée dans une folie croissante, pour déguiser en raison la folie d'une perception erronée. Celui qu'on n'a pas perçu comme un être humain, et qui pourtant est un homme, est transformé en animal, en chose, afin qu'aucun de ses mouvements ne mette en cause le regard du maniaque. Merci de nous avoir fait connaître ce magnifique texte, profond, important. J'aimerais vous remercier. Aujourd'hui, comme vous avez peut-être vu, je suis en pétard avec les prénoms et les noms, donc je vais vraiment vous remercier. Pourtant, vous êtes très connu et très célèbre, mais je n'y arrive pas aujourd'hui. Voilà, je vous remercie infiniment pour cette magnifique présentation qui va se prolonger donc, dans la cour du musée autour d'un verre où on pourra effectivement dialoguer ensemble. Je vous rappelle que les
que 5 des 7 ouvrages du Picard, on va dire du Bernard et Picard, hein, sont exposés jusqu'au 19 août dans la salle que vous avez peut-être déjà visitée, donc à droite en sortant du musée, que vous pouvez repartir avec des impressions de 8 gravures de Picard que nous donnons la possibilité précisément au public de les imprimer. Et voilà, donc merci encore, bonne soirée et à bientôt. Merci pour ce bain de